Bonjour. Euh, Quand j'étais petit, en fait, mes parents me lisaient des histoires et ils me lisaient des histoires sur des pays merveilleux. J'ai toujours été fasciné par la géographie. Euh, Quand j'ai grandi, j'ai découvert la programmation et j'ai découvert ce pays merveilleux qui s'appelle la programmation fonctionnelle et avec la capitale, le principal pays d'où vient la programmation fonctionnelle qui est Haskell. Et j'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et comme personnellement, je suis pas un grand fan du tourisme, je me dis que le meilleur endroit pour visiter un pays, c'est d'y travailler. Et je me dis, un jour, je travaillerai vraiment, pour de vrai, dans ce pays merveilleux. Et voilà, donc c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait les 2 dernières années en travaillant à Haskell. Euh, et, euh, et sans être sans être un théoricien des types ou un mathématicien génial. Donc, dans l'idée de vous montrer que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et en fait, on peut faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Bailly. Mon nom est marqué entre les deux. Et donc, je vais vous expliquer d'abord très rapidement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve à ne plus faire du Java, que j'ai fait pendant très longtemps, et un petit peu mon histoire. Le gros de la présentation va être bien évidemment de vous expliquer ce que c'est qu'Haskell. Alors, qui connaît Haskell? Oh, ça va. Bon, je vais aller vite alors. Je vais aller très vite. Ce que je vais vous expliquer, qui est déjà programmé en Haskell. Ah oui, c'est déjà un petit peu moins. Qui a déjà mis une application en prod en Haskell. Ok. Je suis rassuré, donc je vais pouvoir vous apprendre. Enfin, en tout cas, ce que je vais vous raconter ne sera pas complètement évident pour tout le monde. Et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, ils pourront me corriger. Je pourrai apprendre peut-être après la présentation euh, de mes erreurs. Et puis l'idée, c'est aussi de qu'est-ce que vous pouvez en retirer. J'imagine que la plupart d'entre vous, même s'ils connaissent Haskell, même s'ils ont déjà programmé en Haskell, font autre chose dans leur journée, et pourquoi, hein, quel est l'intérêt, et quels sont peut-être quelques pièges à éviter, et quelques aspects de cet environnement qui sont vraiment extraordinaires, que moi personnellement je trouve extraordinaires. J'ai énormément de choses à dire, je pense que 45 minutes ça va juste ça me permet de juste faire l'introduction. Mais bon, c'est comme ça. Alors oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce de thème dans la présentation, un petit peu old school. Bon, j'espère que ça vous plaira. Donc, qui je suis? Moi, ça fait un peu trop longtemps que je programme. Ça doit faire plus de 20 ans, je pense. Enfin, ouais, c'est ça, 20 ans que je programme professionnellement. 35, 34 ans que je programme par passion. J'aime toujours ça, donc ça va, je suis content. Donc j'espère que ça va continuer longtemps. Je code en Haskell depuis à peu près 2001, mais vraiment pour des petits projets. Donc j'ai fait des petites choses à droite à gauche, j'ai commencé à découvrir le langage. En 2014, j'ai eu l'opportunité je suis rentré en contact avec quelqu'un qui cherchait un CTO pour une start-up. Il se trouve que la start-up était à Singapour. Ce sont les choses qui arrivent. Et qui cherchait un CTO en Haskell. Ah, mais pourquoi il cherchait un CTO en Haskell? Il cherchait un CTO en Haskell parce qu'en fait, il avait travaillé dans une équipe, dans une société qui s'appelle Zalora, qui est un gros site de e-commerce en Asie du Sud-Est. Et il avait travaillé dans l'équipe de Data Science et il était tombé sur des fous de Haskell. Et il avait été, il s'était dit, ah ouais, c'est super, ces mecs. En l'occurrence, c'était que des mecs. Ça arrive dans l'informatique. Ces types, ils sont hyper productifs. Haskell, ça déchire. Dès que je demande un truc à l'IT en Java, ça prend des mois. Je veux prendre un Haskeller pour ma startup.
je discute un peu avec lui, je dis, tu sais, en fait, c'est pas tout à fait la même chose de faire une requête SQL en Haskell et puis deux, trois trucs pour manipuler des nombres et puis faire un peu de streaming et puis maintenir une application en prod. C'est pas tout à fait le même problème. Il me dit, ouais, mais c'est pas grave. Ça. Bon, donc voilà, donc on était parti. Et, à titre personnel, moi, j'aime. Pourquoi, moi, Haskell m'intéresse? J'aime beaucoup la théorie. J'aime beaucoup la théorie, mais j'aime bien aussi faire des applications qui servent à des vrais gens. Donc je suis un petit peu écartelé entre les deux. Et donc, Haskell, c'est un langage qui peut être très théorique, mais qui peut être aussi très pratique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. La société, j'en parle rapidement, d'autant plus rapidement que je l'ai quittée il y a 15 jours. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Capital Match, donc c'est le principe, donc c'est un site, une application, un système de peer-to-peer lending. Donc c'est des investisseurs qui ont de l'argent, qui donnent de l'argent à des entreprises qui ont besoin d'argent et qui empruntent. Donc le site, en fait, l'application, tout le système sert à gérer les prêts. C'est une mini-banque, hein, pour faire très simple. C'est une espèce de système de gestion de prêts dans les banques. C'est pas de la rocket science. Un point important que je précise d'emblée, c'est un site B2B, donc ça veut dire qu'en termes de trafic et de charge et d'exigence de temps de réponse, de performance, tout ça, c'est pas Twitter, c'est pas Criteo, c'est pas Google. On n'a pas ces problèmes-là, donc je n'en parlerai pas. Même si j'ai quand même essayé de réfléchir à cette question et de me dire que de ne pas me retrouver le bec dans l'eau quand on aurait ces problèmes. Au fil du temps, donc l'équipe a grossi et maintenant on est 4, voilà, maintenant 3 développeurs à maintenir ce système qui marche, qui est live depuis mars 2015 et qui gère actuellement un peu plus de 7 millions de dollars de prêts. Donc la question c'est quoi cette présentation? Donc ce n'est pas un tutoriel Haskell. Je ne vois pas l'intérêt de faire un tutoriel Haskell. Il y en a des très bien sur le web. Il y en a même trop. Bien évidemment, ce n'est pas un tutoriel sur les monades. Vraiment le message que j'essaye de faire passer, c'est arrêtons de dire que Haskell, c'est un langage qui est bien pour apprendre et qui est bien pour formater le cerveau et pour dire oui, je peux découvrir des choses superbes, mais bon, pour la vraie vie, on va faire autre chose. C'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. S'il y a un objectif que j'ai envie d'avoir pour cette session, c'est qu'en sortant de cette salle, vous disiez « Ah ouais, ça a l'air vraiment intéressant, j'aimerais bien l'essayer la prochaine fois pour faire un petit service dans un coin, voir si qu'est-ce que je peux faire avec. » Et je serais encore plus heureux si vous le faisiez vraiment. Et donc n'hésitez pas, après cette session, si dans 3 mois, 4 mois, vous dites « Tiens, j'ai fait un truc comme ça. Arnaud, est-ce que... » Si vous avez envie d'avoir un avis sur la question, ce que j'en pense, ou juste pour me le dire, j'en serais très content. Voilà. Alors, le cœur de la présentation. Donc, j'ai tellement de choses à dire et je suis tellement intéressé par le sujet que je ne sais pas comment faire cette présentation. Je voulais faire je me dis, tiens, je vais faire du live coding et tout ça. Je me dis, si vous connaissez Haskell, je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant parce que tout ce que je vais pouvoir montrer en fait en live coding, ça va être relativement simple. Hein. Je ne vais pas pouvoir commencer à gérer un stack de monade transformer comme ça live. Donc, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est quand même de vous montrer du code. On est quand même dans une conférence de code. De couvrir un peu les principaux aspects de ce qu'on a fait, du monde des Haskellers. Je vais oublier plein de choses. Je vais probablement frustrer ceux d'entre vous qui connaissent très bien le sujet, donc je m'en excuse par ailleurs. Je vais probablement frustrer ceux qui ne le connaissent pas du tout en me disant « mais what, je ne vois pas bien un truc ». Donc je pense que je vais vous frustrer. En tout cas, moi, je vais me frustrer. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, le langage. Donc, je vais passer en revue les différents aspects de la civilisation haskellienne. Et puis, je vais essayer de garder quand même du temps à la fin pour des questions, en espérant que vous ayez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on finira 5 minutes plus tôt. C'est bien aussi. Alors, quelle est la particularité du langage de Haskell? Je ne vais pas faire beaucoup de... C'est vraiment
c'est vraiment la couche extérieure des choses. Pour moi, le langage, la syntaxe n'est pas hyper importante. Ce qu'il faut savoir avec Haskell, c'est qu'effectivement, la syntaxe est relativement légère et, à mon avis, relativement facile à acquérir. Il y a il y a assez peu de cérémonies, en fait, quand on fait un programme en Haskell. Je pense que c'est pas la principale barrière d'entrée à cet univers et à ce langage. La principale caractéristique du langage d'Haskell, hein, et du code Haskell en général, c'est une certaine tendance à la densité, pour ne pas dire à la concision, pour ne pas dire à l'ellipse. Donc le code a tendance à être très dense et à être très peu bavard, et au début ça déroute un petit peu. Surtout quand on vient du Java. Et on a tendance effectivement à avoir des programmes très compacts. Une autre caractéristique, c'est un langage qui n'utilise très peu de signes diacritiques, très peu de séparateurs. Donc il n'y a pas d'accolade, de point virgule. Ça, en tout cas, quand il y en a, c'est qu'ils ont un sens précis. Et donc on va utiliser beaucoup l'espace et les indentations pour structurer le programme. Donc là, c'est pas extraordinaire, c'est juste un aspect extérieur. Ça peut être un petit peu perturbant au début parce qu'on se rend pas, voilà, on se fait un petit peu avoir. Donc, je vais quand même faire un petit peu de code parce que je ne peux pas me retenir. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit exemple assez simple de ce que c'est qu'un programme, en Haskell, en le codant en live, en espérant ne pas prendre trop de temps. Alors, il faut que je retrouve mon écran, voilà. Hop. F. Comment ça marche ce bazar? Voilà. Ok, super. Et donc là, ce que je peux faire, oui, j'ai perdu ma barre évidemment. Quel boulet. Ce que je peux faire, c'est. Voilà. Alors, oui, alors, donc il n'y a pas d'IDE en Haskell, on utilise un éditeur de texte, de préférence Emacs, c'est là où l'environnement est le plus efficace. Donc là, je suis dans l'interpréteur, et donc on peut commencer à écrire des choses en Haskell. Donc par exemple, je peux définir des variables, et je peux les évaluer. Donc la manière standard en Haskell, c'est vraiment de décrire les choses telles qu'elles sont, et c'est un langage qui va fortement inspirer des mathématiques. Donc par exemple, si je veux écrire une fonction qui va rajouter un nombre, je peux réécrire voilà, x plus 1, et si je fais f de 1, normalement je dois avoir 2, c'est super. Ça, c'est les choses évidentes, hein. Donc on a des fonctions, on a des déclarations de variables. Si je veux écrire un vrai programme, je vais écrire si je veux écrire un vrai programme en Haskell, à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, là, je peux définir un module. Donc, on a les notions de module, les notions d'espace de nommage. Et si je veux écrire une fonction main, donc l'inénarrable et le word, eh bien, je vais arriver, voilà, avec les points d'exclamation qui vont bien. Voilà comment ça s'écrit. Bon, je sais pas, je pense que c'est rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Donc, dans mon interpréteur, je peux l'évaluer. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure sur la partie sur comment vraiment développer un Haskell. C'est que l'interpréteur est vraiment un outil très très important. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Donc des petits programmes, et après on peut passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Donc ça, c'est un vrai programme. Et donc voilà. Alors, voilà, je reviendrai sur ces différents aspects, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée très générale de à quoi ça peut ressembler du Haskell. Ça ressemble à ça. Bon, on s'y habitue, c'est comme tout, hein. On se fait à tout. Donc voilà, au niveau de la syntaxe, c'est relativement compact. Alors, une chose importante dont j'ai parlé, qui est sur le côté compact, en fait. En Haskell, on ne va jamais écrire let f de x égale x plus 1. Alors, si, on va l'écrire, mais quand on commence à avoir l'habitude, on aura tendance à écrire autre chose, on aura tendance à écrire des trucs du genre let g égale plus 1. Et donc, si je fais g de 2, ben, j'ai la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tendance à écrire des expressions beaucoup plus compactes et à faire en sorte que
ce que je puisse manipuler, ce soit toujours des fonctions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est intéressant parce que je peux, mes fonctions, les composer très facilement. Voilà, donc je peux par exemple faire un truc du genre, oui, f, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si je redéfinis let f ici, let f de x, et si je fais f.g de 3, j'ai 5. En fait, cette expression f.g, c'est quoi? C'est une fonction, et cette fonction, elle a un type, et donc j'ai composé une fonction à partir de fonction. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, vous le faites tous les jours. La seule différence, c'est qu'en Haskell, et c'est vraiment un point fondamental du langage, et c'est le seul point fondamental sur lequel j'insisterai, c'est que c'est vraiment partout, tout le temps, c'est-à-dire tout est une expression. À part les déclarations de top niveau dans lesquelles on va définir des identifiants, tout est une expression, donc tout a vocation à être composé. Donc c'est un point vraiment essentiel du langage sur lequel j'insiste, c'est l'idée de la composition. Hein. Et l'idée de la composition en Haskell, c'est vraiment de dire que tout a vocation à être composé. On va composer les fonctions, on va composer les types, on va composer les foncteurs, on va composer à tous les niveaux. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu déroutant au début, dans lequel, quand on vient d'un univers qui est effectivement un univers plutôt soit objet, soit impérial. Alors les objets, on les compose aussi d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais peut-être pas de manière aussi fluide. Donc ça, c'est un aspect qui peut être un petit peu déroutant au début. Une expression typique en Haskell, hein, par exemple, donc ça c'est du vrai code. Donc là, c'est un code qui je transforme une liste de cash flow en une liste de transactions. Voilà, c'est un truc. Alors vous pouvez voir qu'en fait, donc en haut il y a le type, hein, ça c'est la notation pour définir le type. Et en fait, ce que je fais vraiment ici, c'est que je construis une nouvelle fonction à partir de quelques paramètres et d'une autre fonction. Hein, donc pivot, ça va être mon account ID, mon identifiant de compte, et générateur, ça va être la fonction qui va générer les cash flows. Et en fait, vous voyez, le paramètre cash flow ici, c'est pas un paramètre. En fait, ce que je retourne, c'est bien toute cette expression-là. Et donc, on va obtenir des choses comme ça qui sont assez... Alors, il y en a qui disent élégantes, il y en a d'autres qui disent cryptiques. Moi, j'ai tendance à penser élégant maintenant, mais forcément, après mes deux... Voilà, avec quelques années d'expérience. Mais ça permet d'écrire... Donc, ça c'est vraiment une expression typique. Vous allez avoir, en fait, des pipelines de fonctions, et puis qui vont définir d'autres fonctions, qui vont définir d'autres fonctions, etc. Encore une fois, c'est un peu évident, c'est juste que c'est très facile à faire en Haskell. C'est très pratique. Une autre caractéristique du langage fondamentale, c'est le fait que c'est un langage... alors, il y a plein d'expressions, je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes les subtilités, mais on va dire paresseux, il est non strict, ou à évaluation, ce qu'on appelle call by need. Donc l'idée principale, c'est qu'en fait, quand vous avez une expression, et que vous avez, par exemple, si je vais définir une liste, et je vais définir une liste 1, 2, undefined. Donc undefined, hein, c'est vraiment undefined. Si je fais undefined, ça me donne une exception. Ça fait péter le système. D'accord ? Si j'évalue, si je prends juste le premier terme de ma liste, ça ne va pas péter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la liste qui a été passée en paramètre à aide, elle n'a pas été évaluée complètement. Elle a été évaluée juste partiellement. Et donc c'est toujours le cas en Haskell. Hein, toutes les évaluations sont paresseuses. Si vous avez fait du Scala, j'imagine que pas mal d'entre vous ont dû en faire. En ce cas-là, c'est le contraire. Par défaut, en fait, vous êtes strict et vous pouvez annoter pour être paresseux. Et puis après, il y a des choses qui sont moins agréables. Des fois, dans les langages, il y a des catacombes. Hein. On peut explorer les catacombes du langage Haskell. C'est un langage qui a quand même maintenant pas loin de 30 ans, puisqu'il est issu de Miranda. La première normalisation Haskell, c'est début des années 90. Alors, notamment, ce qui est un peu déroutant au début pour les gens qui débutent en Haskell, c'est les strings et les nombres et les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est horrible, hein, parce qu'il y a 4 ou 5 types différents, et puis on peut les transformer les uns dans les autres, mais c'est pas facile. Bon. Ça, c'est un petit peu déroutant, parce qu'en fait, le type string par défaut, c'est une liste de caractères, donc avec tous les pointeurs qui vont bien partout. Donc vous imaginez qu'en fait, quand vous écrivez Hello World, donc avec une douzaine de caractères, en fait, vous avez 12 pointeurs de 32-64 bits, avec chaque caractère qui prend 32 bits, puisque 32 bits, c'est l'encodage Unicode sur 32 bits. C'est pas hyper efficace comme représentation, mais donc vous avez des choses qui sont apparues plus tard pour justement le langage efficace, mais du coup ça devient
assez compliqué parce que vous devez transformer les textes en string, les textes paresseux en texte strict, voire en byte string. Bon, ça c'est la partie la moins sympa. Et puis la manipulation des entiers aussi, un peu des nombres est au départ un peu déroutante. Vous avez plein de nombres différents, toute une hiérarchie, c'est assez compliqué. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Vous n'avez pas de module de première classe comme vous avez en OCaml. Donc c'est un peu compliqué parfois pour définir des espaces pour définir un petit peu des objets un peu complexes, un peu comme un objet dans lequel vous avez envie de définir des types, des choses comme ça. Donc ça c'est pas forcément très pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, c'est un petit peu les. Et puis vous avez parfois des trucs un petit peu bizarres sur justement l'utilisation des indentations qui rend les choses un peu compliquées. Mais globalement, c'est un langage qui est assez facile à aborder, en fait, hein, qui est assez abordable. C'est pas du Perl. C'est plus abordable que le Perl, il me semble. Derrière le langage, en fait, il y a toute une philosophie. La philosophie fondamentale en Haskell, hein, c'est les types. Donc Haskell est un langage strictement, fortement typé. Certains disent trop fortement typé. Certains disent même que c'est carrément du bondage. Mais c'est vraiment une caractéristique fondamentale du langage. Tout a un type. Hein. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que je peux récupérer le type, par exemple, de ma liste. Je peux récupérer le type de ma liste. Et ce type, oui, c'est bizarre, je crois que c'est des entiers. Ben non, ce n'est pas des entiers, en fait, c'est des nombres. Des nombres. Donc je commence à pouvoir avoir des expressions de type dans lesquelles en fait, je vais expliquer des types. Et mes types vont pouvoir avoir des variables. Ça peut être des types, ça peut être des choses très simples, mais ça peut être aussi des types extrêmement compliqués. Et puis un type, une fonction a un type, hein, donc add par exemple. Et les types peuvent être bien évidemment polymorphes. Vous avez des types polymorphes dans lesquels vous avez des variables de type. Encore une fois, hein, vous connaissez tout ça, j'imagine. Donc l'essentiel, c'est que vraiment toute expression a un type et les types sont très très stricts. Je peux pas, donc un truc que je peux pas faire en Haskell, hein, même si je le veux, c'est que je peux pas dire par exemple avoir une liste dans laquelle je vais dire fou. Alors, je pourrais peut-être qu'il va réussir à l'inférer. Ah si, il a réussi à l'inférer. Donc si par exemple je mets ça en fait, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ah, ce machin c'est un nombre et c'est un truc que je peux transformer en string. Donc, si je l'imprime en fait. Ben non, en fait, ça ne marche pas. Il a essayé d'en faire un type, mais en fait, le type n'a pas marché. Donc, je ne sais pas pourquoi il a inféré ce truc-là. Donc, le système de type, en fait, va fonctionner avec de l'inférence. En fait, vous n'êtes pas obligé d'expliciter vos types. Vous pouvez systématiquement les laisser inférer par le compilateur. Mais des fois, ça ne marche pas très bien, par exemple. Voilà un exemple. Une bonne pratique en Haskell, c'est vraiment de rendre vos types explicites. Pourquoi? Parce que les types, en fait, vous permettent vraiment de vous guider dans la conception de votre système. Les types sont vraiment pas chers en Haskell. Donc, vous pouvez, par exemple, abandonner le string-based programming ou le primitive-based programming. En fait, ne plus avoir de primitif nulle part. Et systématiquement, plutôt que d'avoir un identifiant de compte qui soit un texte, non, c'est un identifiant de compte, et puis vous créez un type, et ce type est géré par le système de type, et si vous passez un identifiant de prêt à un identifiant de compte, il va vous péter la figure. Même si en fait la représentation sous-jacente est la même. Et les types sont pas chers parce qu'en fait, le compilateur est suffisamment malin pour vous enlever la pelure d'oignon qui est juste la croûte extérieure sur le nouveau type et dire non, mais en fait, c'est un texte intérieur, je te le dis pas, hein, mais c'est un texte. Par contre, à la compilation, il va bien comprendre que c'est pas le même type. On peut faire des choses sympas avec les types, en fait. C'est que non seulement ils sont pas chers, mais en plus, on peut arriver à encoder de l'information supplémentaire sur notre système dans le système de type. Encore une fois, si vous avez fait du Scala, c'est pas forcément très neuf pour vous. Il me semble que c'est plus abordable en Haskell. Par exemple, on peut faire des choses avec des types, ce qu'on appelle des types fantômes. Les types fantômes, ça permet de dire, si je veux représenter, par exemple, une chaîne de caractères qui est un encodage, qui est en fait une représentation dans un encodage spécifique, par exemple du base64 ou par exemple de la représentation hexadécimale, c'est une chaîne de caractères, c'est un texte. Mais non, en fait, c'est pas un texte, c'est un texte, mais qui est encodé d'une certaine manière. Et donc, ce que je peux faire, c'est dire, en fait, c'est un encodage, mais je vais passer un paramètre supplémentaire à mon type. En fait, mon type, c'est pas un encoded, c'est un encoded base64 ou un encoded X. Et donc, si moi, j'ai besoin d'un encoded base64, je ne vais pouvoir utiliser que des encoded base64. Et donc, j'aurai des systèmes de type, des expressions beaucoup plus explicites.
vous avez aussi la notion de classe qui est importante en Haskell. La notion de classe qui vous permet d'exprimer, en fait, de grouper un ensemble de fonctions les unes derrière les autres. Alors, c'est un petit peu piégeux quand on vient du monde Java, parce qu'on a tendance à dire ah, classe, oh, super, il y a des objets. Non, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Alors, le truc que ça se rapproche le plus, c'est des interfaces. C'est assez proche de la notion d'interface en Java, mais en fait, pas tout à fait. Donc, c'est un peu piégeux. Ce que c'est vraiment, en fait, c'est simplement une classe, une type class, c'est simplement une contrainte. C'est une contrainte qui va vous permettre de dire je vais contraindre mon système. Et puis, on peut arriver à faire des choses aussi avec des notions de familles de types qui vont permettre d'avoir des fonctions qui vont être exécutées à la compilation, qui vont prendre un type et produire un autre type en fonction de ce que je vais passer en paramètres dans le compilateur. Et puis, on peut même aller encore à des niveaux d'abstraction encore plus élevés. Donc, il n'y a quasiment pas de limite. Ce que je veux vous montrer dans cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de limite dans les niveaux d'abstraction qu'on peut avoir dans le système de type de Haskell. C'est qu'en fait, on peut empiler les couches d'abstraction les unes sur les autres. Ça peut être un danger. Mais en fait, le principal intérêt, c'est que ça permet de construire des systèmes, de faire en sorte que le design et la conception de mon système soient en fait gérés en grande partie par le compilateur. Je reviendrai après aussi sur la notion sur le processus de développement. Donc voilà un exemple. Ça, encore une fois, ça c'est du code réel. Hein, c'est la définition d'un service qui gère des emails. Et donc, on va définir en fait un système un type dans lequel on va être capable de chaîner des appels les uns derrière les autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de free monade, et qui permet en fait de découper un espèce de langage et de construire le langage, d'assembler le langage, encore une fois de composer les uns avec les autres. Et donc de séparer ce qui va être l'interprétation de chacun des fragments du langage, de l'interprétation du langage lui-même, et donc de fournir différentes interprétations. On peut imaginer l'intérêt que ça peut avoir en termes de tests. Donc le type est vraiment un outil fondamental, et la philosophie de Haskell, c'est embrasser les types et aimer les types. Si vous n'aimez pas les types, ça va être très dur. Ça va faire du closure ou un truc comme ça, mais bon. Il y a plein de langages sympas qui ne sont pas strictement typés, mais ce n'est pas le cas de Haskell. Alors, concrètement, en fait, la vie quotidienne du développeur Haskell, déjà, c'est se rendre compte qu'on n'a pas d'IDE à notre disposition. Je vous ai montré, mon IDE c'est Emacs. Emacs, c'est sympa. Moi, j'adore. Ça fait des années que j'utilise. Mais c'est quand même un éditeur de texte. C'est pas un IDE. Et quand on essaye de transformer Emacs en IDE, ça marche pas. On se retrouve rapidement à avoir une espèce d'usine à gaz qui est pire qu'Eclipse avec tous les plugins que vous pouvez imaginer. Donc, c'est pas une bonne idée. L'essentiel, c'est conserver en fait la caractéristique principale qui est l'éditeur de texte. Donc, ce qu'on fait, typiquement, c'est qu'en fait, on va utiliser des outils qui sont un petit peu bas niveau, un petit peu old school. C'est le côté un petit peu old school du langage. Et ça tombe bien, je suis un peu vieux aussi. Donc, bon. Il doit y avoir une espèce de congruence entre les deux. Mais on va utiliser un éditeur de texte, on va utiliser un interpréteur, on va utiliser les outils en ligne de commande qu'on a à notre disposition. Et puis, ça a un intérêt, en fait. C'est un effet de bord assez intéressant. C'est que si vous avez des outils très simples qui sont essentiellement text-based, ça devient très facile de travailler à distance. Et c'est très facile de collaborer à distance. Et c'est quelque chose qu'on a fait, en fait, alors moi j'étais à Nantes et les développeurs étaient à Singapour, en Malaisie, en Angleterre. On faisait des séances de pairing à distance. Pourquoi ? Et on pouvait le faire parce qu'en fait, tout ce qu'on avait à faire, c'était démarrer une machine à distance sur un serveur quelconque, se connecter en Temux, lancer un Emacs, et puis on pouvait commencer à travailler ensemble. Mais quand je dis travailler ensemble, c'est vraiment éditer le même bout de texte ensemble. Donc avoir, en fait, une expérience de développement qui soit du pairing, mais en étant à l'autre bout de la planète. Et ça le fait d'utiliser des outils un peu rustiques, ça permet de le faire très facilement. Une autre caractéristique principale aussi du cycle de développement Haskell, c'est vraiment l'utilisation du REPL, de la boucle d'évaluation locale, donc ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser pour mettre au point le programme, pour le designer, pour le construire. Et puis à la fin, on lance la compilation, et puis ça va nous produire l'exécutable qui va bien. Il y a des choses qui existent intéressantes, je n'en parlerai pas beaucoup, mais je ne me suis pas servi sur ce projet, mais vous avez aussi même la possibilité en Haskell de faire des notebooks, par exemple. Si vous avez il y avait une conférence hier sur ce sujet-là, sur Apache Zeppelin, vous avez en fait des notebooks aussi en Haskell. Et donc ça devient intéressant parce qu'en Haskell, c'est un langage qui est assez sympa pour explorer des données. Donc typiquement, moi, quand je fais du développement en Haskell, comment ça se passe ? En fait,
Ça se passe un peu comme quand je faisais du développement en Java ou en Scala ou n'importe quoi. Hein. D'abord, j'écris un test. Bon, ok. Et puis, bah, je vais démarrer mon REPL, et puis ce test, je vais le charger dans mon REPL. Donc je charge le test, et puis je commence à le mettre au point jusqu'à ce qu'il puisse compiler. Et donc je vais recharger. Donc le REPL est vraiment un outil très, très rapide pour faire ça. Et je peux recharger lorsque mon test est au point, bah, je peux l'exécuter, et puis je peux regarder, bah, voilà, il échoue. Et puis une fois qu'il a échoué, bah, je peux écrire le code fonctionnel qui va derrière pour le faire passer. Et ce n'est qu'une fois que j'ai fait ça, donc toujours en fait dans mon REPL, hein, toujours dans mon interpréteur, que je vais en fait lancer une compilation complète du système, et puis lancer les tests, et puis balancer dans le CI, etc. Je vais en parlerai après. Donc, ça n'a rien. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est qu'en fait, bah, ça n'a rien d'extraordinaire tout ça. Hein. C'est quelque chose que vous faites habituellement. Enfin, si vous écrivez des tests, je pense que tout le monde écrit des tests. Donc, si on regarde un petit peu plus haut niveau maintenant, donc si on regarde justement, on s'intéresse au test. Donc, Haskell est un langage fortement typé. C'est pas parce qu'on a des types qu'on ne peut pas avoir de tests. Une caractéristique principale. Donc, vous avez en fait plein de frameworks de tests. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous, ce qu'on a utilisé, c'est un framework qui s'appelle HPEC, qui est inspiré de RSpec, de Ruby, qui existe. Voilà, donc, plutôt BDD, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. L'essentiel, c'est que ça permet d'écrire des tests facilement et de le structurer et de structurer les. Mais c'est des tests qui sont ce qu'on appelle les tests qui sont sous forme unitaire. Une caractéristique d'Haskell qu'on a utilisée et qui est intéressante, c'est la capacité à écrire des tests en utilisant des propriétés. Donc en fait, en disant, ben, finalement, j'ai mon système de type, mais ce que j'ai envie de dire, c'est d'exprimer des propriétés sur mon système de type. Et donc par exemple, une propriété que je peux exprimer, c'est que si j'ai une transaction au sens de transaction comptable, et que cette transaction, en fait, je lui applique un ratio d'échelle, et que je la normalise, eh ben, j'ai envie que cette transaction soit équilibrée, toujours. Quand j'applique une opération sur une transaction, je ne peux pas avoir une transaction comptable qui n'est pas équilibrée. Ce n'est pas possible. Donc c'est une propriété forte dans mon système que je dois pouvoir vérifier. Bon, le système de type ne peut pas me le vérifier. Par contre, je peux écrire un test qui est une propriété. Je peux écrire une propriété relativement logique qui va me l'exprimer et qui va me permettre que je vais pouvoir vérifier. Et donc ça, c'est QuickCheck qui permet de faire ça, qui permet vraiment d'écrire des tests comme des propriétés logiques ou des mathématiques sur le type, sur les différentes fonctions, et de l'exécuter. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été, enfin, je savais que ça existait bien sûr, mais de le faire en quotidien, ça a vraiment été je ne vais pas dire un choc, mais justement quelque chose d'intéressant, c'est de commencer à chercher les propriétés et à essayer de les trouver. Et à dire, mais alors, qu'est-ce que veut dire mon type là? Qu'est-ce que veut dire mon type et ma fonction? C'est quoi sa caractéristique? C'est quoi les invariants? C'est quoi les choses que j'ai envie de vérifier qui vont être toujours vraies sur mon système? Donc, QuickCheck, ça change vraiment les choses sur la manière de tester. Mais on peut faire plein d'autres choses avec. Par exemple, on peut faire des tests, on va générer des données arbitraires, et nous, on s'en sert pour tester la migration de données. Et quand on passe d'une version à une autre, eh ben on génère en fait un paquet de données dans l'ancienne version, qui sont des données vraiment, là pour le coup, arbitraires, c'est même pour ça que ça s'appelle arbitrary, et on va s'en servir pour conserver en fait les différentes versions de notre système, les unes derrière les autres. Et on peut s'en servir pour des choses encore plus rigolotes. On peut, par exemple, pour faire des tests de haut niveau. Donc l'exemple que je viens d'afficher, c'est des tests sur lesquels j'ai travaillé récemment, qui est comment en fait exprimer un scénario d'exécution dans mon système. Et de vouloir tester en fait mon système en disant, bah, je lance des scénarios comme si en fait il était utilisé par des utilisateurs avec un administrateur, et puis j'ai envie de générer en fait, de simuler l'exécution de mon système. Et donc ça, je peux le faire avec QuickCheck en disant, bah, je vais construire une espèce de langage qui va être les différentes actions que je peux faire mon utilisateur. Et puis, à chaque élément du langage, je vais associer une fréquence. Et à partir de ces fréquences, je vais générer un ensemble de séquences d'exécution. Et puis ces séquences d'exécution, je vais les interpréter. Et en fonction de cette interprétation, je vais être capable de dire, bah, OK, le système respecte ses contraintes ou ne les respecte pas. Alors, en tout cas, respecte sa spécification ou ne les respecte pas. Donc on peut aussi utiliser QuickCheck pour ce qu'on appelle vraiment pour vraiment manipuler des entrées-sorties et pour manipuler l'état du monde, ce qui n'est pas forcément ce pourquoi il était prévu au départ.
Donc, ce qu'on a vraiment... donc, moi, je viens du monde du TDD, hein, et donc je le pratique depuis... J'essaie de le pratiquer depuis assez longtemps. Un des trucs qu'on aime bien, c'est dans cet univers-là, c'est de bien comprendre la pyramide des tests. C'est-à-dire que ça sert... En fait, il y a une bonne manière, enfin, en tout cas, une manière relativement efficace de gérer vos tests, c'est d'avoir assez peu de tests end-to-end, pas mal de tests d'intégration qui vont tester les différentes briques, encore plus de tests unitaires à bas niveau dans lesquels vous allez itérer. Et puis, le fait Haskell, ce que vous rajoutez à Haskell quasiment gratuitement, c'est la possibilité de rajouter un niveau qui est celui des propriétés, celui des types. Et en fait, pour moi, le système de type de Haskell, ça fait partie de ma boucle de TDD. C'est-à-dire vraiment, ça fait partie de la boucle interactive dans laquelle je vais être capable de d'abord vérifier mon type. Donc, je fais ma petite boucle de design. Là, j'écris mon type, j'écris la fonction qui va bien, j'itère. J'écris éventuellement une propriété ou deux, et puis je réécris mes tests unitaires, et puis après j'intègre, et puis après je passe au niveau supérieur. Donc il y a vraiment cette idée de boucle de rétroaction, et le type et le compilateur fait partie de cette boucle de rétroaction. Parce que le compilateur est vraiment très très puissant. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique essentielle, encore une fois, du langage, c'est faites confiance au compilateur. GHC, qui est le compilateur central de Haskell, c'est 20 ans ou 25 ans de boulot dans la compilation. C'est vraiment le state of the art en termes de compilation, en termes de techniques d'optimisation, etc. Ça a même fait beaucoup de progrès sur les erreurs qui est capable de vous cracher, donc de vous dire, il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est que par exemple, il vous donne une erreur et puis il vous propose une solution. Il dit, mais tu n'as pas oublié tel paramètre ou tu n'as pas oublié telle extension du langage. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. Donc la compilation et le compilateur est vraiment un outil fondamental. Avec parfois l'inconvénient d'avoir des temps de compilation très longs pour certaines constructions. Évidemment, puisque plus vous faites de choses à la compilation, par exemple, vous pouvez encoder le lambda calcul, donc des fonctions totalement récursives, dans le compilateur, dans le système de type. Donc évidemment, vous pouvez ne pas terminer la compilation, en fait. Mais bon. On est très loin quand même de ce cas-là. Hein. On a des temps de compilation qui peuvent être assez compliqués, mais assez longs, mais quand même pas à ce niveau-là. Si on regarde un peu plus haut niveau, un des points faibles de l'environnement de Haskell, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça a toujours été en fait, et donc c'est un petit peu le sujet de mon talk, hein, c'est comment on passe à l'échelle, comment on construit des programmes, comment on construit des systèmes. Jusqu'à récemment, en fait, l'outil principal qu'on avait, c'est un outil qui s'appelait Cabal, qui marche bien, qui permet de construire des packages, qui est en fait l'équivalent. Alors, c'est effectivement l'équivalent d'un Maven dans le monde Java, mais bon, pas tout à fait quand même. Il y a des petites différences. Quand on vient du monde Java et qu'on découvre Cabal, on se dit ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis après, on se dit ah ouais, je regrette Maven. Quoi. Mais bon, on s'y fait. Fort heureusement, en fait, depuis un an ou deux, les choses ont changé. Et, il y a un outil qui s'appelle Stack, qui est développé par une boîte qui s'appelle FP Complete, et qu'ils ont vraiment qui est dans l'open source, hein, et qui vraiment a pris le problème à bras-le-corps, dit non mais on ne peut pas laisser ça, c'est pas possible, c'est un frein en fait au développement de systèmes assez larges en Haskell, assez grands en Haskell. Donc on va offrir une solution. Et donc Stack, aujourd'hui, vous permet vraiment d'avoir une solution pour gérer vos builds locaux en Haskell qui est très efficace. Il va gérer correctement les dépendances, il va éviter de télécharger la moitié de la terre à chaque build, parce que Cabal avait tendance à faire ça. Dès que vous changez un truc, il va gérer correctement les dépendances en gérant les versions de manière complètement standardisée, en ayant des versions qui soient uniformes, etc. Donc ça, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a 2 ans, quand j'ai démarré le projet, on avait tout fait en Cabal parce que Stack était en version... voilà. Et là, à fin d'année 2015, début 2016, on a tout migré vers Stack, et aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour builder. Et ça facilite grandement le système. Au final, ce qu'on se rend compte, hein, c'est que c'est aussi un point important, c'est que finalement, les pratiques que vous aviez l'habitude de faire lorsque vous faites du Java, lorsque vous faites du Scala, lorsque vous faites des choses complètement mainstream, qui ne sont pas alternatives, en fait, c'est la même chose dans Haskell. Vous pouvez commencer à développer des services. Donc nous, on a développé un certain nombre de services. Alors, je ne sais pas s'ils sont micro ou pas, en tout cas, c'est des services. Et puis, ces services sont packagés de manière autonome. Et puis, notre système de build construit l'ensemble des services, les package, et puis va être capable de... Chaque service est
est indépendant et un service qui peut être interrogé et être composé les uns avec les autres. Et donc, tout ce que vous avez appris en fait sur l'architecture de système, en fait, reste vrai en Haskell. Il y a pas de, quand on repasse à ce niveau-là, en fait, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes solutions, c'est les mêmes idées. Simplement, elles ne vont pas forcément être implémentées de la même manière. Si on oui, alors je me suis un petit peu trompé dans le slide parce qu'en fait il n'a rien à faire là. Un point assez fondamental de Haskell qui était plutôt dans le système de type, c'était la séparation entre la pureté et l'impureté. J'en parlerai plus tard. Si on regarde d'autres aspects du langage, donc la notion de concurrence par exemple, quand vous avez l'habitude, quand vous venez de Java, encore une fois, comme moi, et que bon, vous avez manipulé des threads, vous avez utilisé des bibliothèques tierces pour manipuler des threads, vous avez utilisé des Java utiles concurrents, vous avez des choses comme ça, et puis c'est compliqué, enfin, bon, en tout cas, moi je trouve ça compliqué. Et puis, vous avez des solutions les unes sur les autres, vous avez différentes librairies qui vont vous abstraire tout ça. En ce cas-là, c'est super simple, parce qu'en fait, vous avez un concept qui s'appelle Software Transactional Memory. Software Transactional Memory, c'est un concept qui permet de gérer l'ensemble de la concurrence. Alors, vous avez des threads, vous pouvez lancer des threads, mais derrière ces threads, la gestion des accès concurrents est très très simple. Et vous permet d'avoir, encore une fois, la compositionnalité de cette opération. C'est-à-dire qu'en fait, il est très facile de composer des accès et de gérer correctement des accès concurrents à des données en mémoire. Avec le petit inconvénient, c'est que comme c'est géré aussi par le système de type, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. En particulier, vous ne pouvez pas mélanger la gestion de la concurrence des accès mémoire et les entrées-sorties sur le disque. Et donc, après, vous pouvez faire aussi tout ce que vous faites habituellement, c'est-à-dire que vous avez à votre disposition l'ensemble. Donc, nous, on a développé nos services REST, avec toutes les guillemets qui vont bien. Donc, développer un serveur web en Haskell, c'est tout à fait possible, c'est facile, c'est 4 lignes de code. Vous avez des frameworks pour ça, vous avez même des serveurs web qui sont très très performants. Il y a un serveur qui s'appelle Warp, qui a été développé aussi par Effet Complete, qui est extrêmement performant. Vous avez des interfaces normalisées pour permettre de gérer des middleware. Et donc, c'est quelque chose qui se fait aussi très très bien. Et donc, développer un système, un microservice en Haskell, c'est vraiment très très simple. Et bien évidemment, comme il faut que ce soit fait dans le système de type en Haskell, il y a des gens qui se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer l'interface de mon système, l'interface de mon serveur web directement dans le système de type? Et donc, on se retrouve à avoir cette possibilité-là depuis donc un projet qui s'appelle Servant, qui a été développé depuis à peu près 1 an et demi, et qui va permettre en fait, d'exprimer l'interface de votre système directement dans le système de type. Donc, de dire, par exemple, voilà, create job, c'est une requête qui prend en input du JSON, et ce JSON en fait représente un job, et donc va être automatiquement transformé et sérialisé, désérialisé. C'est une requête de type post et qui va retourner en fait un job ID sous forme d'un objet JSON. Et ces requêtes, cette spécification, je peux la composer. Et je m'aperçois que je manque de temps. Les derniers aspects qui sont sur comment, en fait, une fois qu'on a construit un système, comment on va le gérer. On a la possibilité, en fait, notre système, l'interface n'est pas développée en Haskell, elle est développée en ClojureScript. Et donc, il faut qu'on puisse gérer des builds hétérogènes, en fait. Et donc, Haskell a un outil qui s'appelle Shake, qui permet, en fait, l'équivalent d'un make, mais qui permet d'exprimer ces règles, les règles de construction directement dans le langage Haskell aussi. Donc, de construire, en fait, encore une fois, d'utiliser la puissance du compilateur Haskell et la puissance du système de type pour avoir une makefile qui soit fortement typée. Et puis on peut même aller à un autre niveau, qui est le niveau du provisioning. Donc on a encore une fois la possibilité d'exprimer un outil qui s'appelle Propeller, qui permet de définir en fait des configurations de machines, et directement des configurations de machines, encore une fois sous forme de programme Haskell, et encore une fois de bénéficier de la définition des types. Et ces propriétés qu'on va exprimer en Haskell vont être vérifiées par le compilateur et donc vont fournir son assurance sur le fait que, par exemple, on n'a pas inversé les paramètres dans un shell script, ou que quand mon paramètre dans mon programme attend un int, c'est bien un int que je passe et c'est pas n'importe quoi. Donc, ça permet de sécuriser un petit peu ces choses-là. Et puis, on peut même aller plus loin, on peut carrément gérer en fait le déploiement. Donc on a développé une bibliothèque, un client pour DigitalOcean qui est en Haskell et qui nous permet en fait d'intégrer directement la logique de déploiement de notre système sur DigitalOcean. Au final, on se retrouve à faire
les choses qu'on fait d'habitude, qui sont voilà, un système dans lequel, lorsque on push dans Git, on va builder l'ensemble du système, construire des machines, construire des images Docker, en l'occurrence on utilise Docker, les pousser sur Docker Hub ou sur un repository Docker, et puis les déployer directement à partir de Propeller. Et tout ça, en fait, en Haskell. Et là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est des choses que vous avez déjà rencontrées et qu'on fait d'habitude, mais la seule différence, c'est qu'on va le faire en Haskell. Et donc, voilà. Voilà, je crois que je n'ai plus de temps, donc malheureusement, je m'en doutais, hein, on veut trop en dire, voilà, quand on est passionné par un sujet. J'espère que vous avez appris des choses, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir.